Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, Monsieur Sidya Touré, il faut le rappeler, un président de l'UFR, avec nous dans ce studio à la une, il faut le dire, les velléités de modification, donc modification ou de changement constitutionnel en Guinée, face à la détermination donc des partisans de l'actuel chef de l'État, Alpha Condé, de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger donc son bail à la tête du pays. Au-delà de 2020, l'opposition guinéenne tente de remobiliser donc ses forces et peaufine ses stratégies en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile. Les trois blocs de l'opposition guinéenne, OR, CODE et CPR, ont décidé de mettre en place un vaste mouvement destiné à contrer les manœuvres qui sont celles de pouvoir en place, allant dans le sens à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ça s'appelle, a été récemment lancé donc à Conakry. Que faut-il attendre de ce front? Par quel moyen justement les forces vives du pays comptent-elles enrayer les velléités du changement constitutionnel en Guinée? Quelle sera la partition de l'IFR? On essaie de comprendre ce matin. Et quel regard porte-t-il sur les conditions d'organisation des prochaines élections législatives? Monsieur Sidya Touré, donc il est notre invité ce matin avec nous dans ce studio. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Bien. Monsieur le Président de l'Union des forces républicaines, première question. Vous avez trouvé que nous parlions tantôt du sujet relatif à la condamnation de Paul Moussa Diawara. Vous n'êtes pas confortablement assis, Monsieur le Président? Non, je trouve que vous avez changé un peu les choses. C'est un peu plus beau là. Quand je venais, je m'inquiétais de votre truc qu'il fallait tenir en main. Non, pas du tout. Je vois au moins que c'est plus le cas. Ok, allez, bravo, ça avance. reposez la question. C'est le changement vrai. Hein? Alors, donc... Il y a des changements qui ne sont pas vrais. Allez, voilà. Alhamdulillah. Un mot tout de même sur la condamnation de Paul Moussa Diawara, l'ancien directeur général de l'Office guinéen de publicité, et son comptable également, qui ont été condamnés donc à 5 ans de prison ferme. Alors, quelle analyse vous en faites? Non, je suis contre toute forme de détournement de deniers publics, corruption et autres. Ce que je n'apprécie pas dans ce genre de démarche, notamment en ce qui concerne Paul Moussa, je l'ai dit dans une émission dernièrement en Soussou, qu'il y a ceux qui volent les œufs et ceux qui volent des bœufs. Les gens qui volent des bœufs viennent s'en prendre à ceux qui ont volé des œufs pour dire vous allez voir. Ça me rappelle une fable de La Fontaine d'ailleurs. Donc j'estime que c'est encore quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. L'idée de donner un peu l'impression qu'on fait quelque chose, mais en réalité, ce ne sont pas les vrais problèmes du pays au point de vue de la corruption, des tourments de deniers publics. Oui, d'accord, si des preuves sont faites, il pourra se défendre. Mais j'aimerais bien qu'on fasse mieux que ça. On aimerait bien savoir, par exemple, où sont les recettes minières. Vous pensez que... De l'État promet qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas de 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous y croyez? Comment pourrait-il y arriver? Il y a 9 ans du mandat d'Alpha, donc vraiment arrêtez, ne me parlez surtout pas de promesses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le truc qu'on va tracer, on ne parle pas de promesses. On va parler de réalisation, on va parler de bilan. Là, si vous fixez les conditions, ça va être un peu compliqué, Monsieur le Président. Là-dessus, tout de même, il y a le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, Dr Ibrahima Kassou Fofana, qui a fait montre de sa volonté, en tout cas, à en juger par tout ce qu'il a déclaré devant l'Assemblée nationale, la représentation nationale, mais aussi les actes qu'il a tenté de poser dans ce sens-là. Donc sa volonté de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, à la suite des cas Paul Moussa et Sékou Camara, il a instruit l'inspection générale, le vérificateur général, donc d'engager des missions d'inspection dans au moins 7 établissements publics. Aujourd'hui, on a du mal à y voir clair. On a comme l'impression qu'il a été stoppé net dans son élan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il y a des pesanteurs politiques qui ont freiné son élan, ou bien il y a un manque de... Il y a un problème de clairvoyance, de visibilité dans son action? Tout ce que vous avez dit, vraiment, moi je ne suis pas tout ça. Ce que je peux vous dire, où sont les recettes minières? C'est 400 millions de dollars que moi je ne vois pas au budget. Moi j'aimerais que quelqu'un vienne me les expliquer, en me disant où sont les taxes. J'ai vu que CBG a payé en 2018 l'équivalent de 840 milliards. Et en 2019, tout d'un coup, ils ont payé la moitié. Mais toutes les autres sociétés, je dis bien toutes, ce que moi j'ai lu dans le document budgétaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Alors pardon, laissons les œufs et parlons des bœufs. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, monsieur le Je président? ne veux rien vous faire comprendre. Mais Vous si, prenez c'est important. Vous prenez le budget de Ouais. l'État guinéen Ouais. en 2019, Ouais. et puis vous allez sur les taxes minières, et vous voyez ce qu'on vous a payé, ce qu'on ne vous a pas Mais il y payé. a une Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, moi j'avais fait de dire qu'on le mette dans notre déclaration, nous l'avons fait. Hein, mais on n'a pas, moi je n'ai pas d'explication. Peut-être que je ne sais plus lire ça, ou peut-être que la nomenclature a changé, mais toujours est-il que voilà des choses qui manquent et qui sont à mon sens. Pensez-vous qu'il y a des complices Vous croyez même quand même à la volonté du Premier ministre Et de arrêtez combattre? de me ramener toujours à ces questions-là. Le gouvernement est un président de la République. Je ne crois pas à la volonté du président de la République de changer quoi que ce soit à cette manière de faire. J'y crois pas. Autrement, parce qu'il y a quand même des structures qui sont en place. Et Bakar parlait tout à l'heure du vérificateur général, donc de l'inspection générale d'État. Il y a l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Il y a également le Parlement auquel vous appartenez qui joue le rôle. Pas au Parlement. Vous n'êtes pas au Parlement. Oui, il a quitté maintenant. Ah, vous avez quitté, d'accord. L'Assemblée nationale alors, de la République de Guinée. Et ensuite, la Cour des comptes. Mais l'UFR est là, quand même. Est-ce que ces instruments, Les grandes gueules. ne sont pas, si vous voulez, suffisants Ouais. pour mener une lutte véritable contre ces détournements, contre cette corruption-là? Mais toutes ces structures dont vous parlez, ou ces institutions, ont toujours existé ici. Pourquoi tout d'un coup vous les découvrez? Il y a une Cour des comptes ici, il y a l'inspection d'État qui a toujours existé, l'Assemblée nationale est là. Le problème, c'est autour de la gouvernance. Bien. On va parler maintenant de votre parti, l'UFR, mon cher Moussa Moïssi. Comment se porte l'Union des forces républicaines, monsieur le président? Mais bien, je pense que nous sommes là. Nous faisons valoir le fait que nous sommes opposés à un certain nombre de choses. Le parti, vous savez, depuis les élections de 2010, a toujours été catalogué dans une position qu'on a essayé de maintenir en faisant des élections truquées du début jusqu'à la fin. Mais l'UFR a du renouveau par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Et je crois que cela est perceptible actuellement partout. Vous êtes sorti de l'ambivalence? Pardon? Vous êtes sorti de l'ambivalence? C'est quoi l'ambivalence? L'ambivalence, c'était la position, la position qui était la vôtre, dont on avait du mal à lire d'ailleurs. Vous appartenez... non, je termine, je pose ma question, monsieur le président. Vous étiez haut représentant du chef de l'État, vous aviez un représentant au sein du gouvernement. Au même moment, vous réclamiez de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que tout cela est derrière? Vous avez quitté vos fonctions, vous avez démissionné de vos fonctions de haut représentant. Vous êtes désormais ancré dans l'opposition. J'ai répondu 10 fois à cette question. J'ai une référence très claire, notamment le président Ouad, qui était ministre d'État du président Diouf. On a essayé, dans la mesure du possible, d'apporter notre contribution à l'amélioration d'un certain nombre de choses, notamment les programmes économiques et autres, en se disant, voilà, peut-être que si j'insiste sur cela, nous allons avoir du courant. Si je fais cela, nous allons développer un peu plus l'agriculture. C'était mon intention. Ce n'était pas de rejoindre le RPG, c'était de dire, bon, écoutez, nous avons déjà perdu 5 ans, est-ce que nous allons nous asseoir et regarder perdre 5 ans? Je vous signale aussi que pendant qu'il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire, il y avait des ministres des partis d'opposition dans le gouvernement Gbagbo. Comme disent les Gulawote, qu'elle est banane. Bien. Voilà. Le Kélé, il est toujours là. Alors deux questions. Alors que vous étiez haut représentant du chef de l'État, est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas être assez utilisé ou même d'être négligé par le président de la République? C'est la première question. La deuxième, vous avez dit l'UFR est en renaissance. Ça ne veut pas dire qu'il se porte bien. Aux dernières élections, on a vu par exemple votre fief, je dirais, traditionnel, Bofa, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas arrivé en tête. Au-delà de ça, Baïdi Haribo qui s'en va, ce n'est pas rien pour le parti. Comment se porte-t-il? Revenons à cette question du bulletin de santé. Du parti? Oui. On va établir ça dans le studio. C'est en quelques phrases, ça demande rien. Comment se porte-t-il en d'autres termes? Allez-y, voilà. Allez-y en d'autres termes. Il n'y a pas d'autres termes. Comment se porte-t-il? Tamba. Oui, mais s'il faut qu'il reformule non, mais je dis bulletin de santé, c'est assez simple. Bien. On y met un peu de calme. Je suis calme. Oui. Bulletin de santé, nous nous portons bien.
quand vous commencez à me parler des élections qui viennent de passer, je vais vous dire ce qui s'est passé par exemple à Bokeh, à Bofa et autres. En 2010, aux élections présidentielles, j'étais à 53 600 voix à Bokeh. Vous savez combien le RPG avait? 4 863. En 2013, les 4 860, on a juste mis 9 derrière, c'est devenu 48 680. Et moi, j'ai perdu 60% de l'électorat. Officiellement, je veux dire. À Bofa, vous savez où ils étaient? J'avais 33 000 voix à Bofa, j'avais 62% de l'électorat. Le RPG avait 616 voix. En 2013, ils étaient à 28 000, moi j'étais descendu à 12 000. Donc quand on parle d'élection, mettez un peu de... c'est moi qui... Réalité figée. Non, j'ai le droit. Je fais aussi mon travail. Vous avez le droit de répondre. Moi, je n'ai pas fini de répondre. Mais vous pouvez relancer. Vous allez Oui, pas... non, Voilà, j'ai le droit de relancer. Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire sur votre question. Après, vous relancez. Je n'ai aucun problème. Allez-y, allez-y. Donc, voilà la réalité. Quand on parle des élections de ce genre, on ne vient pas se mettre là pour dire oui aux dernières élections. Là. Nous sommes ciblés parce qu'on veut absolument faire de notre parti ce qui n'est pas. De toute façon, nous allons vers l'avant. Moi, je regarde devant moi. Et devant moi, il y a des enjeux plus importants pour lesquels l'UFR se prépare. Oui. Voilà, alors, non. Avocat, permet, s'il te plaît. Est-ce qu'il explique ce changement de score, pour ne pas dire cette baisse continue de vos scores dans vos fiefs traditionnels, vous expliquez tout cela par le seul fait donc de la fraude ou par vos prises de décision, vos positions changeantes ou par le fait que votre parti est en train de reculer. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les élections sont claires, transparentes en Guinée et que les résultats sont conformes à ce que ça devrait être? Je vous dis non. En ce qui nous concerne, je prends le cas par exemple, on parle des élections communales. Je vous ai expliqué ici, où je reviens dessus, sur le cas de Matam. 245 bureaux de vote. Les 84 bureaux de vote dans lesquels on avait 55 à 60% ont été annulés. Tout simplement. Attends, vous ça pensez... Et puis voilà, nous avons les résultats. Oui. Eux, ils les ont. Mais on annule les votes et puis voilà où on en est. Oui. Alors c'est important, c'est important. Jacques, si tu permets, s'il te plaît, je veux répondre. J'ai soif de parole depuis une semaine, je n'ai pas parlé du tout ici. Donc, faites-moi la faveur. Alors, Monsieur le Président, je veux quand même faire deux observations. La première, je ne suis pas d'accord avec cette logique qui consiste à dire si j'ai été devant toujours depuis 2013, je dois le rester même au bout de 6 ans. Là, nous sommes en 2019. On sait bien que l'opinion, l'électorat, c'est quelque chose de fluctuant. On sait bien que c'est de cela qu'il s'agit. Deuxième observation, à Bofa, c'est un des cas qu'il faut relever, il y a quand même un indépendant qui vient avant. Il y a le RPG, il y a l'UFDG qui vient. Cette force politique a été l'UFR à Bofa, vient 4e. Alors, il peut y avoir de la fraude, mais de premier à 4e... il peut y avoir, il y a eu de la fraude. Oui, il y a eu de la fraude. Bien. On n'a aucun souci là-dessus. Bien. Mais de premier à 4e, on a quand même le droit de poser la question. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez l'expert en la matière. En ce qui concerne les élections, en tout cas, en ce qui concerne notre parti. Nous étions à Bofa, il y avait des problèmes à Bofa il y a 3 jours, je crois. Ouais, effectivement. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. On n'a pas été voir le député de l'UFDG. On a été voir le député de l'UFR. C'est celui qu'on a créé les problèmes. Ceux qui sont devant nous, là, on ne les a pas vus. Ils sont venus avec des gens dans des cars pour descendre dans la ville de Bofa. Alors il faut arrêter. Il y a beaucoup de non-dits d'ailleurs en ce qui concerne ce qui s'est passé du côté de Bofa. D'aucuns disent que c'est les militants de l'UFR même qui ont été attaqués. J'ai entendu ça. D'autres disent que c'est vos militants qui font de la provocation, qui organisent des contre-manifestations depuis Koya jusqu'à je vous relais. C'est qu'on entend. Voilà. Je vais vous dire une chose claire là, par rapport à cela. Puisque je ne sais pas si on a quitté le problème de Tamba pour aller ailleurs, sinon j'aimerais bien qu'on en finisse. Mais voilà, le bulletin de santé, puisqu'apparemment moi je voudrais revenir sur ça avant de parler. Une seule question. Tu vas relancer. D'accord, parce que... répondre à la question. Allez-y. Les manifs de Bofa. Oui, non, les manifs, c'était pas à Bofa. Mais une chose est sûre, vous sortez en République de Guinée et vous allez de ville en ville pour dire aux gens, nous voulons manifester pour soutenir la candidature du président de la République pour je ne sais quoi. Mais il est normal que les citoyens de cette ville, qui ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas une provocation, sortent pour dire, non, on n'est pas d'accord. Les gilets jaunes sont dans la rue tous les jours en France depuis 2 mois.
Est-ce que quelqu'un vient dire que c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord que vous allez vous en prendre à un député qui est assis dans sa maison avec les imams de la ville en train de discuter. Arrêtez, il faut qu'on sache exactement. Justement, parlons du cas Baïdi Haribo. C'est important. Non, On peut pas passer à côté. je ne suis pas venu ici pour Mais parler non, de... monsieur le président, mais non, non, c'est important. Non. Les grandes gueules. Non, c'est important, Écoutez, monsieur le non, président. ça Mais n'est- non, c'est pas possible. Mais c'est Il bon. est de l'UFR. C'est À bon. ce que je Il sache, était de l'UFR. il était de l'UFR. Il n'est plus de l'UFR. Vous voulez que je vous dise encore autre chose par rapport à ça? Oui. Le président Ouad m'a dit Oui. que quand il a fini les élections en 1995, Ouais. il avait 18 députés à l'Assemblée nationale. Avant la fin de la législature, même pas, la première année de législature, il n'en restait plus que 9. Les 9 autres avaient été soudoyés par le président Diouf. Il y en a qui étaient devenus ministres, d'autres étaient partis comme ambassadeurs. Et il n'avait plus que 9 députés. Ça n'a pas empêché de gagner les élections en 2000 contre le même président Diouf. Donc, dans les partis politiques, il arrive qu'il y a des gens qui arrivent et qui partent. Moi, je suis désolé. Je constate qu'il y en a qui, comme lui, sont partis. Et Quel choix a-t-il fait Baïdi? Quel choix a-t-il fait? si vous permettez. Quel choix? Quel choix vous pensez qu'il a fait? Vous savez d'où quoi, quel choix a-t-il fait? Oui, mais vous pensez qu'il a fait le choix de la conviction ou le choix de... Ça, vous lui posez la question. Surtout qu'on a eu le sentiment, on a eu le sentiment, Aboubacar, vous permettez, on a eu le sentiment que vous-même, votre rapprochement avec le président de la République a été favorisé ou permis finalement par ce Baïdi Haribo lorsqu'il est devenu secrétaire général de votre formation politique. Ensuite, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, notamment la campagne, les 2 dernières campagnes pour les législatives et puis la présidentielle. Et finalement, vous y allez, vous le laissez là. Vous ne pensez pas qu'il vous y allez. Bon, finalement, il finit par quitter finalement pour rejoindre le camp d'en face. Par prendre goût. Je vous dis la même chose encore une fois. Baïdi est arrivé au parti en 2011. Moi, je suis président de l'UFR depuis l'an 2000. Il est arrivé en 2011 au parti, à la suite des problèmes qu'il avait eu avec Alpha Condé. Les militants de l'UFR à Kaloum avait fait le nécessaire pour qu'il ne soit pas emprisonné. Il a adhéré au parti, présenté comme candidat. Il est parti, mais je constate qu'il est parti et puis c'est tout. On ne va pas se coucher là pour pleurer sur cela. Ça, c'est pas une question de se coucher et pleurer sur ça, parce que moi c'est la manière justement, la monsieur manière, le président. ça, vous lui posez la question pourquoi il y a une telle manière. Vous êtes le président du parti. Ah non, je ne gère pas les individus. Mais non, mais si, parlons-en, c'est important parce que même ce rapprochement avec le président Alpha Condé, on sait qu'il a joué. qu'on allait parler du futur, mais non, mais vous avez dit qu'il faut qu'on parle de la santé de l'UFR, justement. Parlons-en, touchons la plaie, monsieur le président. Qu'est-ce qui vous a choqué dans tout ça? Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Il se réclame toujours comme l'UFR. Il est de l'UFR. Il se dit aujourd'hui qu'il est toujours de l'UFR. Ah non, moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre ce matin qu'il n'est plus de l'UFR. Non, je ne vous apprends rien. Mais quelqu'un qui ne participe pas aux réunions du parti, qui ne va pas à l'assemblée du parti, qui n'est pas aux réunions du bureau politique, qui soutient des mouvements dans une position contraire à la position du parti, vous appelez ça un militant? Bien. Allez, d'autres questions à venir, Bakar, si tu me permets. Ah non, la machine allumée. Eh ben, oui, mon cher. Juste que parce que si aujourd'hui on conjugue Baïdi Haribo passé à l'UFR, pourquoi, sauf si ma mémoire me trompe, pourquoi vous avez nommé Sekoya dans la position de secrétaire général par intérim, secrétaire exécutif par intérim? Il n'est pas par intérim, c'est quoi un secrétaire exécutif du parti? Qui vous a parlé d'intérim? Voilà. Allez. La note le communiqué du bureau politique dit que Sekoya a été nommé secrétaire exécutif du parti. Qui a parlé d'intérim dans ça? Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. L'UFR, les velléités donc de modification ou de changement constitutionnel en Guinée face à la détermination des partisans de l'actuel chef d'État, Alpha Condé, de créer les conditions permettant à leur champion de prolonger donc son bail à la tête du pays au-delà de 2020. L'opposition guinéenne tente de remobiliser donc ses forces et peaufine ses stratégies en synergie avec une frange d'acteurs de la société civile, les
3 blocs de l'opposition guinéenne, OR, SCOD et CPR, ont décidé donc de mettre en place un vaste mouvement destiné à contrer les manœuvres qui sont celles du pouvoir en place, allant dans le sens à offrir un mandat de plus au président Alpha Condé. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, ça s'appelle, a été récemment lancé à Conakry. Que faut-il s'attendre? Nous posons toutes ces questions ce matin à notre invité. Par quel moyen les forces vives du pays comptent-elles enrayer donc les velléités du changement constitutionnel en Guinée, et quelle sera la position de l'UFR? Nous continuons le débat, mon cher Titi, avec notre invité ce matin, M. Titi Touré. On va aborder après avec monsieur le président de l'UFR l'actualité concernant le bras de fer, le bras de fer entre un député donc de l'Assemblée nationale et le corps des magistrats. Je veux parler ici de l'honorable Amadou Damaro Camara. Et les magistrats sont vent debout contre Amadou Damaro Camara depuis ses récentes déclarations sur nos antennes. Il demande désormais la levée de son immunité parlementaire. Quel regard vous portez sur cette actualité? Écoutez, chacun reste dans son rôle. Les magistrats sont les magistrats, les hommes politiques sont les hommes politiques. Je pense que chacun de nous a un terrain d'activité. Le magistrat, c'est-à-dire le corps judiciaire, c'est le troisième pouvoir de ce pays. Quand on est député, vous êtes dans le second pouvoir. Donc j'estime que chacun doit jouer son rôle. Et que vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans la gestion de la justice guinéenne à ce niveau. Et normalement, ça devrait déboucher sur un rétablissement de la vérité. Si ce qui a été dit est vrai ou pas, ou s'il y a une réalité de... de la maison qu'il occupait dans des conditions jugées un peu brutales. Ouais. Alors, quelle analyse vous en faites? Ensuite, la deuxième question, c'est elle est relative au Parlement actuel. Vous avez décidé de siéger, vos députés ont décidé donc de siéger. Quelles sont les conditions qui ont prévalu à tout cela? Parce qu'il y avait tout de même débat. C'est pas la peine de rappeler que Dr Faya s'est fait embarquer pour cette raison, parce qu'il s'opposait justement à ce que l'Assemblée nationale actuelle siège dans ces conditions-là. Ben, sur la première question, je déplore ce qui est arrivé avec le ministre Tal, parce qu'il y avait des moyens de gérer tout cela. Mais bon, je ne veux pas aller dans des détails concernant des choses de ce genre. Ça a un lien avec son attitude politique. Sinon, il y a plein de gens ici qui sont dans plein de maisons, qui ne payent même pas de loyer. Donc, ça, c'est une question que je veux laisser passer et m'intéresser à la deuxième question qui portait sur la décision de votre du parti de siéger. Je me suis opposé personnellement à ce qu'on siège à l'Assemblée nationale, honnêtement. Mais nous avons eu des débats d'abord entre nous avant de rencontrer les gens de l'UFDG. Ma position n'a pas été acceptée telle quelle, parce qu'il y avait des velléités que nous pouvons retrouver au niveau du RPG par exemple, d'être seul à l'Assemblée nationale et de faire passer des textes. Nous avons une série de choses que nous devons mener pour lesquelles les gens ont estimé qu'on devait être là. Ouais. La réalité, elle a été déplacée. Les institutions sont renouvelées en ce qui concerne l'Assemblée nationale tous les 5 ans. Ouais. Et vous avez une institution principale ici qui, malheureusement, dans le cas de la Guinée, détient les cordons de la bourse, devrait délivrer l'argent nécessaire pour que les élections se fassent à date. Quand on parle des problèmes de la Guinée, je suis toujours ulcéré du fait qu'on ne compare pas aux autres. Ouais. Le Mali est en guerre, ils tiennent leur élection à date. Le Sénégal n'a pas de guerre, d'accord, mais ils tiennent tous ces pays qui sont autour de nous. Même les plus, je ne sais pas, bizarres, ont des élections à date. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas? Alors, une fois que cela n'est pas fait, on vient poser des questions pour savoir comment ça se fait, pourquoi vous n'avez pas fait ceci. Il fallait tenir les élections à date prévue. Nous avons passé, n'oubliez jamais, 3 ans ici en manifestant dans les rues pour obliger ce gouvernement à organiser des élections législatives en 2013. Il s'est passé plus de 7 ans pour qu'on puisse avoir des élections communales tripatouillées dans tous les sens, mais 7 ans se sont écoulés. Donc c'est ça le fond du problème, c'est pas la manière dont les gens ont réagi par rapport Est-ce que vous avez manqué de pression cette fois-ci? Si en 2013 vous l'avez fait. Écoutez, on ne peut pas être permanent. Pour la tenue des législatives actuelles, vous savez très bien que on ne peut pas non plus passer sa vie à faire que ça. Les institutions, on a écrit des textes qui sont très clairs et qui disent cela doit être respecté. Les élections liées à telle date, vous les organisez. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans de manifestation pour ça. Mais vous savez, la première conséquence peut être le glissement des calendriers. Aucun lien.
C'est aucun lien. Absolument. Mais si les élections ne se tiennent pas en 2019, Lesquelles élections? Les élections législatives, Oui. puisque c'est pas sûr qu'elles se tiennent en 2019, Oui. eh bien, il se peut que les présidentielles également ne se Il n'y a pas de tiennent pas à lien. date. Dans le cas Oui. du président de la République, quand la date de prestation de serment est arrivée, le jour J, il n'y a plus de président de la République en Guinée. C'est fini ça. Bien. Alors, Sidia Touré, notre invité ce matin, allez-y. Alors, moi, je comprends bien cette présentation que vous faites, mais le cas guinéen ne sera pas exceptionnel, il ne sera pas un cas particulier. Ailleurs, on a vu des glissements de calendrier. Faya Milmouno a trouvé, avec le bloc libéral, ils ont trouvé une formule très très belle. Si vous glissez, il va glisser, et puis la Guinée va tomber. Personnellement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette décision qui consiste à aller siéger pour éviter que l'Assemblée nationale se retrouve monocolore et donc faire passer des textes assez importants pour la République, est-ce que cette décision ne se rend pas complice, ne va pas donner un argument au président de la République, à la mouvance, pour pouvoir s'étaler au-delà de 2020? Il y a les principes. Mais vous voyez bien que dans un contexte où on ne se fait pas confiance mutuellement, il y a fort à parier qu'on puisse tendre vers cela. Tamba, ce n'est pas un problème de confiance. On a une constitution qui dit que le mandat se termine à telle date. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Il n'a pas souvent été respecté, cette constitution. En ce qui concerne la présidence, oui, d'accord, mais ceux qui ne respectent pas la constitution, on les connaît. Oui, mais posez-leur la question. dans le cas où... Nous sommes manifestés dans la rue pour faire en sorte qu'on puisse tenir les élections en 2013. Nous avons protesté, on a fait tout, mais enfin l'opposition dans tous les pays dont je vous ai parlé tantôt ne passe pas le temps dans la rue pour demander qu'on applique la Constitution. En ce qui concerne la présidentielle, je vous dis encore, je vous le redis, il n'y aura pas de glissement. Parce que quand on glisse, comme dit Faya, on tombe. Ouais. Donc non, nous n'admettrons pas cela. S'il faut que les gens reviennent dans la rue, ils reviendront dans la rue. Mais il n'y a pas de solution. Autrement, vous l'avez dit, s'il faut que les gens reviennent dans la rue, vous reviendrez. Parce que je voudrais bien savoir quels moyens vous disposez aujourd'hui. Vous êtes en train d'insister sur la présidentielle, mais est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a d'abord le processus des communales qui n'est pas arrivé à terme. Il y a ces législatives dont on ne connaît pas si elles auront lieu cette année ou pas. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un travail préalable à faire avant de se pencher sur la présidentielle de 2020? Ben oui, c'est ce que nous faisons, puisque nous sommes en train de nous réunir à tous les niveaux, au niveau des partis politiques, mais également en élargissant le débat vis-à-vis des sociétés, de la société civile et autres. Nous avons des réalités ici qui sont les réalités guinéennes, à savoir que le président de la République, qui est normalement l'organisation fêtière, est chargé de veiller sur l'application de la Constitution, c'est lui qui foule ça au pied tous les jours. Donc la réalité de la Guinée, elle est celle-là. Bon. Bien, allez-y, mon cher. Pour rester toujours dans le même sillage, il y a que vous l'avez dit, on n'est pas sorti des élections communales parce qu'il faut parachever le processus en mettant en place les conseils régionaux, les conseils de quartier et de district. Il y a aujourd'hui comme des velléités de modifier le code électoral qui a été révisé, auquel votre parti d'ailleurs s'était opposé, si je m'en souviens très bien. Aujourd'hui, comment vous voyez cette problématique? Le ministre Bourema Condé estime donc qu'il faut prendre le temps qu'il faut prendre pour installer ces conseils régionaux et ces conseils de quartier, alors que la loi est claire en la matière. Est-ce que c'est une préoccupation chez vous, à l'UFR et au niveau de la CODE? Mais bien sûr, puisque vous l'avez très bien dit, nous étions le seul groupe parlementaire à nous opposer au vote de cette loi. À l'époque, on a eu des débats à titre personnel. J'ai discuté pendant plus de 2 heures avec Alpha autour de cette question. Je leur avais dit que ça ne fonctionnerait pas. Notamment en ce qui concerne le problème des... je viens de vous parler des élections. Comment vous voulez qu'un juge de première instance puisse clôturer complètement le débat sur un processus électoral et que vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin, ainsi de suite. Il y avait plein de choses. Mais le fait est que dans le système Alpha Condé, tout ce qui ne l'arrange pas, que ce soit légal ou pas, écoutez, on fait cela. Voilà. Sinon, je vous assure, moi je suis toujours très gêné de répondre à ces questions-là. Dans les autres pays, ça ne s'oppose pas. La date des élections arrive, on l'applique. Nous avons un code électoral qui a été voté, plus de 2 tiers de l'Assemblée nationale. Comment quelqu'un peut dire, moi je vais prendre le temps de l'appliquer, ainsi de suite. On est dans quelle république là? Les grandes gueules.
C'est cela. Quel moyen de pression pour obtenir, l'installation de ces conseils? Nous avons les mêmes moyens que toutes les oppositions. La rue. Non, nous avons d'autres moyens. Par exemple, ce que je fais en ce moment, en dénonçant, en parlant à la population, en les avertissant. On ne devrait pas arriver dans la rue parce que, comme je l'ai dit, l'institution fêtière devait faire en sorte que tout ceci soit respecté. Dans le pire des cas, même quand il y a des guerres au Mali et autres, les gens s'arrangent pour que ce genre de choses n'arrive pas. Parce que vous affaiblissez l'État dans son entièreté. Et quand vous avez fini d'affaiblir l'État, il ne vous reste plus rien. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Je vais en placer deux. Un mot sur l'organe de gestion des élections. La CENI, dans sa forme actuelle, dans sa composition actuelle, est-ce que vous avez un peu plus d'espoir pour que cette institution puisse jouer le rôle qui lui est dévolu? Et ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à la création du Front National de Défense de la Constitution. Alors, il y a l'opposition républicaine, il y a le bloc politique auquel vous appartenez, la CODE. Et alors, est-ce qu'il y avait besoin de créer un autre front pour défendre la Constitution? Est-elle en danger, Monsieur le Président? Écoutez, il y a, la première partie en ce qui concerne la CENI, il n'y a pas d'espoir. On constate ce qui va se passer et nous réagirons par rapport à cela. L'un des premiers problèmes qui est posé là-bas aujourd'hui, c'est le problème du fichier électoral. Vous le savez tous, on l'a crié Urbit et Torbi, si je veux bien parler comme Tamba. Parce qu'on l'a crié partout. Vous ne pouvez pas avoir dans un fichier 1 574 000 électeurs fictifs et continuer de clamer partout, oui c'est bien comme ça. Non, il y a des choses qu'on n'admettra pas. On ne peut pas faire des élections avec ça. Maintenant, ce qui concerne la deuxième partie, c'est le problème principal auquel on est confronté aujourd'hui. Nous avons un front politique qu'on a appelé la CODE. C'est la convergence de l'opposition démocratique. C'est un front qui réunit les partis qui peuvent faire alliance d'une manière ou d'une autre lors des élections. C'est une chose. Maintenant, ce problème qui se pose est que de plus en plus, on parle de possibilité de modifier la constitution guinéenne. Et nous voyons des velléités un peu à gauche, à droite. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ce que nous avons fait avant. En 2001, nous nous sommes levés ici contre la modification constitutionnelle du président Conté. Nous avons fait le tour de la Guinée. Et nous avons été arrêtés, je me rappelle, en rentrant à Conakry 10 jours après, en arrivant après l'aéroport. Donc, on l'a fait. En 2006-2007, nous nous sommes élevés contre la gestion du pays par le général Conté. Nous avons créé les forces vives en son temps. Et je le dis, je dois le dire et le reconnaître de manière honnête. Dans un Conté nous a permis de tenir 3 jours de débat sur les questions de, comment vais-je dire ça, des forces vives au Palais du Peuple. Il n'était même pas à Conakry. Il nous a laissé faire le débat. Alpha Condé, moi-même, Bama Madou et d'autres leaders, la société civile, en la personne de Kabele qui à l'époque représentait les avocats, et Madiousso, qui était le président de l'OJDH. Donc, nous avons fait cela. Quand les militaires sont arrivés et qu'ils ont voulu se maintenir au pouvoir, nous avons réorganisé le même front, au-delà des partis politiques. Pour dire, attention, il y a un point sur lequel nous ne pouvons pas tergiverser, c'est la possibilité pour l'armée de garder le pouvoir. Donc on a fait un front commun pour nous opposer à cela. Aujourd'hui, ce contre quoi nous nous levons, c'est l'idée de penser que le mandat présidentiel, qui est de 2 fois 5 ans, peut être modifié pour permettre à quelqu'un de rester au pouvoir pendant toute sa vie. Voilà. La question à ce sujet, c'est plutôt, est-ce que vous aviez vraiment besoin d'un front de ce genre? C'est les forces vives qu'on a recréées, il n'y a rien de nouveau. Bien. Les forces vives, alors, sur le combat, avec ce front-là, on a, en tout cas de l'observation que je fais, on a l'impression que on procède par contre-attaque. C'est-à-dire que lorsqu'on conçoit que le pouvoir en place, la mouvance présidentielle, va vers une activité, on se prépare à lui répondre par de la contre-manifestation. Depuis le départ, c'est un peu ce qu'on est en train d'observer. Est-ce la stratégie que vous développez, ces contre-manifestations, ou est-ce qu'il y en a une autre que vous comptez mettre en œuvre, justement pour éviter ce genre d'affrontement comme on a commencé à en voir, et que d'ailleurs le président de la République a appelé l'heure des affrontements? Non, c'est pas ça qu'il a appelé l'heure des affrontements. Lui, il a demandé que ces militants aillent à l'affrontement avec les autres. Je ne vois pas un président de la République annoncer des choses
apocalyptique comme ça pour son pays. Bon, c'est bien dramatique. En ce qui concerne la stratégie du front est en train d'être élaborée. Mais on la connaît. En 2009, on a vu ce qui s'est passé. J'espère qu'on n'aura pas de problème de ce genre. Actuellement, ce qui se passe, c'est que il y a autour du président Alpha Condé des gens qui organisent par-ci, par-là, des manifestations tendant à faire croire que la population supporte l'idée d'un troisième mandat. Ouais. Ces populations, à la base, dans ces villes-là, parmi elles, il y a des gens qui se lèvent pour dire nous ne sommes pas d'accord. Qui se lèvent. Ben oui. De façon spontanée. Spontanée ou naturel. pas spontanée. Les grandes gueules. Est-ce que ce n'est pas... Ils font ça, ils font de Non, manière spontanée. non, c'est parce que organisé. la question, l'observation à faire, c'est provoquer. Non, qui provoque qui? Je veux dire, ils sont amenés à se lever. Le reproche. Par vous, moi, je sais par je vous ne du sais pas, front. si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, d'après la constitution de la République de Guinée, quand je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je me lève et je dis je ne suis pas d'accord. Mais monsieur Non, le non, président, il le y a reproche un que problème vous faites- fermé, Moussa Moïse. Celui des contre-manifestations. Vous rappelez dans ce studio chaque fois que l'opposition sortait pour manifester et que le pouvoir provoquait de la contre-manifestation, C'était dénoncé. vous le dénonciez, nous le dénoncions. Les grandes Mais ce qui est en train de gueules. se faire aujourd'hui, et c'est en tout cas pour le moment, c'est la stratégie qu'on est en train d'observer, les mêmes acteurs politiques qui dénonçaient provoquent de la contre-manifestation, ce qu'ils dénonçaient avant est admis aujourd'hui contre la question du troisième mandat. Honnêtement, je ne sais pas où vous allez avec le raisonnement que vous Ah bah c'est pourtant l'observation faite Non, je n'ai sur pas- le terrain. Est-ce que vous demandez... Attends. Est-ce que vous demandez à vos militants, Est-ce partout que les où il y a des pro-référendums, allez-y Non, nous disons saboter à tout ça. à nos militants, Oui. la société civile dit à ses militants, certains partis des syndicats disent à leurs militants, les observateurs de la société civile comme les chanteurs comme Takana disent à des gens, quand vous verrez des gens qui viennent pour demander le troisième mandat, dites que vous n'êtes pas d'accord avec le troisième mandat. Il n'y a que ça qui se passe. Allez-y, Alors, Jacques Lévy. on va revenir sur Je ris on parce revient que sur l'organisation c'est tendance du simplifiante. Oui. Mais c'est ce qui se passe. Les gens qui sont Non. contre disent non. Allez-y, Moi, Thomas. je voudrais vous ramener sur le FNDC, l'organisation elle-même de ce front. On sait qu'il y a des partis politiques, mais également des organisations de la société civile. Vous avez bien fait de faire une comparaison avec les forces vives, sauf que les forces vives de 2006 et même celles que nous avons vues en 2009, on avait compris qu'il y avait une espèce d'unité. Il y avait tout le monde presque dedans. Les grandes plateformes de la société civile étaient là. Mais là, vous êtes avec la PQD. Et la deuxième comparaison que je fais, c'est que les forces vives avaient deux porte-paroles. Il y avait un de la société civile et un des partis politiques. Là, vous hésitez, vous dites, bon, vous vous mettez en retrait. C'est la société civile qui va apporter le combat et puis vous êtes derrière. C'est quoi cette hésitation? Ou bien il y a un problème de leadership à faire porter par un leader de parti politique? Franchement, je ne comprends pas. Nous avons une plateforme. Ce n'est qu'une plateforme. Comme les forces vives, c'était une Exactement, plateforme aussi. c'est les forces vives. Mais il n'est pas dit que nous devons dupliquer exactement la manière dont les forces vives ont... Et nous venons de commencer cela. Ça a été mis en place le 3 avril. Hein, Sauf c'est que ça? la société Attendez. civile, Non. il y a par exemple l'absence du Conseil national. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a le d'autres. CNOSC donc qui était avec vous au sein des Les forces grandes vives, gueules. il n'est pas avec vous cette fois-ci. Mais Est-ce je- que je vous ne trouvez pas que votre combat n'est pas encore porté par une frange partie de la population Était guinéenne? inclusif. Nous sommes le combien? Le 18. Le 18 avril 2019. Ça fait juste 2 semaines. Je me rappelle, avant qu'on arrive aux manifestations en 2007, on a pris 6 mois pour nous réunir avant d'aller dans la rue. Donc, laissez tomber. Il y a 2 semaines, laissez les choses évoluer. Bien. On a fait Toujours- cela, toujours les gens par- se par- sont par inscrits, rapport au d'autres front. y seront, d'autres n'y seront pas. Mais je vous dis encore une fois, dans le cadre du front, c'est pas une alliance politique. Donc des gens comme, je ne sais pas, les chanteurs, les machins, s'ils veulent adhérer, si vous-même à titre de journaliste vous êtes connu et que vous dites, diront, moi je vais adhérer au front parce qu'il s'agit de combattre l'idée d'un troisième mandat, vous êtes bienvenus. Bien. Pour Allez-y. revenir toujours aux stratégies, hein, parce que Tamba a insisté là-dessus. Moi, personnellement, du point de vue de mes observations, donc, j'observe que pour le moment, heureusement, le président Sidi a dit que la stratégie est en train d'être élaborée. Donc, on attendra de voir comment, de quoi elle va retourner et comment elle va être déployée sur le terrain. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que déjà au sein du front, est-ce que vous avez à l'ordre du jour
dans la perspective de vos stratégies, des manifestations donc gigantesques qui vont se tenir à travers tout le pays, aussi bien à Conakry que dans les villes des provinces, pour donc exprimer clairement les positions qui sont les vôtres contre ces velléités. Je dis, nous avons mis 6 mois en 2007 pour ça. Laissez-nous le temps, 2 semaines après, de nous organiser. On viendra vous dire exactement ce que nous comptons faire. Il y a des stratégies. Moi, ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu sur la toile des photos de certains personnages publics et c'est écrit en face des photos: tenez, chers citoyens, ce monsieur est très dangereux. Il est contre la Constitution, il veut modifier ceci. Mais je pense que ça va un peu dans tous les sens. Mais Monsieur le Président, vous avez certainement entendu les arguments développés par ceux qui sont pour la modification constitutionnelle. Selon eux, il s'agit moins de donner un mandat à vie au président Alpha Condé ou un 3e mandat au président Alpha Condé que d'épurer la constitution actuelle qui comporterait assez de contradictions en elle-même, assez de défaillances. Et l'autre argument développé, c'est que la constitution, c'est pas un livre saint, qu'on peut toucher certaines de ses parties. Aux États-Unis, Damaro l'a dit, je pense à une vingtaine d'amendements. 20 d'amendements. En France, 24 fois. Donc, quelle analyse vous faites de ces arguments? Non, je crois que honnêtement c'est un débat totalement inutile à mon niveau, à la mesure où nous savons tous pourquoi est-ce que ce problème est posé. Nous le savons tous. Ouais. La seule et unique raison, c'est de donner la possibilité à un individu de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste là, c'est juste des déclarations, des trucs de ce genre. Revenons là-dessus un peu. On vous dit on va changer la constitution. Mais on a eu 9 ans. Alpha, en arrivant au pouvoir, il a regardé cette constitution, il l'a lu. Il aurait pu dire, écoutez, vous, mes parents, mes Guinéens, là, asseyons-nous et regardons ce document, il n'est pas bon, on va le changer. Vous attendez la veille du moment où votre mandat finit, vous dites, ah, ce document sur lequel moi j'ai juré une fois, lequel j'ai juré deux fois. Ouais. Et nous avons mis tout ce qu'il faut pour mettre des institutions en place. J'ai gouverné le pays dans des conditions dont on peut parler. Vous dites maintenant, non, il faut changer. Parce qu'il faut qu'on y introduise des éléments nouveaux qui me permettent de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre dans cette documentation, dans ce débat, dans cette discussion que la possibilité pour Alpha de rester au pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Bien. Vous pouvez raconter ça autant de fois que vous voulez. Les fois où les gens ont pu améliorer leur constitution, ont pu changer leur constitution, c'était pour améliorer. Le président Macky Sall est arrivé, il a été élu, je crois dans l'année, il a fait une réforme constitutionnelle pour ramener le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Ouais. Là oui, quand même, ça c'est pas personnel. Ce qu'on ne peut pas faire en matière de loi, c'est faire quelque chose pour soi-même. La loi, elle est impersonnelle. Vous ne pouvez pas arriver, maintenant que mon temps est fini, il faut qu'on recrée quelque chose qui me permet de perpétuer ma position dans ce pays pour le restant de mes jours. Ça, vous êtes tout de même d'accord qu'une frange de l'opinion et une frange de nos compatriotes ont le droit de s'exprimer en faveur d'une telle option. Je vous pose la question. Je n'ai aucune possibilité d'empêcher quelqu'un de s'exprimer. Je ne cherche même pas ça parce que le débat est démocratique. Ma question, monsieur le Président, grandes gueules. est-ce que les partisans d'Alpha Condé, à commencer par le gouvernement, par le parti qu'il a porté au pouvoir et tous ceux qui se reconnaissent dans son action et qui le portent dans leur cœur, tous ces Guinéens, vous pensez qu'ils ont aussi quand même leur droit de s'exprimer en faveur d'une modification de la Constitution ou d'un changement de Constitution? Écoutez, moi je laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer. J'ai beaucoup de respect pour certains amis du RPG que je connais bien. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas le RPG qui porte ce projet. Ce sont des individus qui, à coup d'argent, vont dans des quartiers, nous l'avons vu dans nos différentes régions, du Breka, Bofa, ainsi de suite, qui la nuit passent pour distribuer des pagnes, qui donnent de l'argent, pour donner de l'argent, il faut porter des pancartes, ou bien on va prendre des femmes au port ici pour les amener jusqu'à Bofa dans des cars, ainsi de suite. La réalité, elle est celle-là. Ce que je vous dis, en tant que Guinéen, en tant que leader politique, je considère que j'ai un devoir sacré vis-à-vis de mon pays. C'est de ne pas permettre qu'une telle forfaiture puisse se faire. Ça, c'est ma position. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. De gouvernance maintenant actuelle, mon cher Titi. Oui, on va vous amener à avoir un regard, Monsieur le Président, sur le bilan du Premier ministre Kassoulou Fofana. Cela fait pratiquement 1 an qu'il est à ce poste, un poste que vous avez occupé
comment vous jugez aujourd'hui ces premiers pas? Cela fait pratiquement 1 an, donc il est dans cette fonction. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Je ne suis pas le censeur du gouvernement Kassori. Moi, je dis... Vous observez? Moi, j'observe le fonctionnement, la gouvernance du pays, que je ne rattache pas à la primature, que je rattache au président de la République. Carrément. À ce niveau-là, mais bien sûr, à ce niveau-là, il n'y a rien de changé. Voilà, donc c'est négatif. Non, je parle d'Alpha, ce qu'il fait, et je pense que quelles que soient les initiatives que tu prendras par rapport à ce que je sais de la gestion du pays par le président de la République, tu n'as aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Bien, allez-y, Moussa Moïse. Il donne quand même le Premier ministre qui est... Non, il y a une action gouvernementale qui est portée par tout un nombre de départements. Et il y a le Premier ministre qui conduit tout ça. Je pense qu'en tant qu'acteur, vous avez une appréciation à faire de la façon dont ce gouvernement se conduit sur les objectifs programmes qui sont fixés. Les différents gouvernements de Alpha Condé se comportent exactement de la même manière. Voilà. Moi, je n'en vois pas les résultats. On se lève ici. Attendez, on s'assoit là. Nous sommes dans la 9e année. Prenons secteur par secteur. Justement. Dans la 9e année. Dites-moi au niveau des travaux publics, monsieur le Président. Au niveau des travaux publics, il paraît qu'on a dépensé 2 milliards de dollars dans ce secteur. Dites-moi où est-ce qu'il y a un seul échangeur dans Conakry ici pour améliorer la circulation. Dites-moi où est-ce que sont les routes qui ont été faites, de quelle ville à quelle ville. On me dit on a dépensé... Mais pour faire quoi exactement? Quand on vous dit qu'on a dépensé 2 milliards de dollars et que nous savons que peut-être 1 kilomètre de route, admettons que ça vaille plus d'1 million de dollars, ainsi de suite. Mais ça fait plus de 1000 kilomètres à 2 millions de dollars par kilomètre de route. Mais les routes là, elles vont d'où à où? Vous prenez la route ici. À partir de Koya, vous essayez d'aller jusqu'à Kankan. Si vous ne tombez pas sur le goudron qui a été laissé le temps de compter à Kouroussa pour aller vers Kourémalé, vous êtes dans la dèche, il n'y a pas de route. Vous redescendez de Kankan, les grandes gueules. Il n'y a pas de route. Vous quittez là-bas, vous redescendez vers Zéro-Corée. Écoutez, il n'y a pas de route. Bon, écoutez, dites-moi, les 2 milliards de dollars, c'était où? La voirie urbaine de Conakry. La voirie urbaine de Conakry s'améliore quand même. Mais qu'est-ce que vous appelez la voie? On a construit des routes à Conakry. Non, il y a une réflexion de la voie urbaine. Il y a une petite amélioration tout de même, monsieur le Président. Allez-y. A-t-on construit des routes en plus à Conakry? Où c'est? D'où à où? Les grandes gueules. On a fait des rocades ici ou quelque chose pour essayer de fluidifier la circulation du côté de Bambeto ou de machin. Où c'est? Quand on ne m'a pas montré quelque chose, arrêtez de me dire ça s'est amélioré un peu, ça veut dire quoi? Bien. Tout ça là, on peut évaluer et donner des chiffres précis. Bah oui, c'est une réalité évidemment. Les réformes fiscales justement, parlons-en, parce que c'est important. Allez-y, monsieur le Président. Bah si, on parle de Mamri entre autres. Attends, l'énergie, il a raison. Faut en parler. Non, on en parlera. On en parlera. Mais d'abord, les réformes fiscales, le Premier ministre parle de révolution fiscale, on l'a vu à sa sortie de l'audience avec le président de la BAD. Il a évoqué cette réforme qu'il a mise en place, la mission d'appui pour la mobilisation des recettes intérieures. Comment vous jugez cette réforme? Le Premier ministre compte s'appuyer là-dessus pour, comme l'a fait le Togo et comme l'a fait aussi, selon lui, le Rwanda, pour maximiser les recettes intérieures. Est-ce que vous y croyez? Commencez par récupérer les taxes minières. Vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Non mais c'est trop facile, monsieur le Président. C'est trop facile. Les grandes gueules. Non, mais on va justement fouiller. On va aller au bout avec cette J'ai histoire. l'impression qu'il ne veut pas du tout parler de Kassori. Je comprends Mais pas. attendez, pourquoi voulez-vous me personnaliser un débat? Ce n'est pas une question de personne, Titi, quand même. Les Non, grandes on ne gueules. personnalise pas. Allez-y. Il y a une primature. je personnalise pas. Abaka parle du Premier ministre. Effectivement, en tant du Premier ministre. Institution. Le Premier ministre est une émanation du président de la République. D'accord? Oui. Moi, je suis un leader politique. Je suis candidat à la présidence, pas à la primature. Donc, je m'adresse à la gouvernance Alpha Condé. Voilà. Ou quelle est mon attitude par rapport à cela? Et puisqu'on parle de cet axe minière, parce que vous êtes revenu là-dessus dès l'entame de cette émission-là, et effectivement, on peut bien s'étonner qu'on parte de beaucoup d'argent à zéro. Est-ce que vous pensez que, parce que de mon point de vue, ça continue d'entrer, ces sociétés minières ne vont pas rester ici et ne pas nous payer des taxes? La question que je vous pose, est-ce que vous laissez entendre que ces taxes sont en train d'aller alimenter des caisses obscures qui pourraient éventuellement servir à cette question du 3e mandat?
Oh, ça va au-delà de ça. Le troisième mandat n'a pas besoin de tant d'argent. La question que moi je vous pose, where is the money? C'est la même question que l'on pose Moi ce je matin. ne sais pas. Moi je n'arrive pas à... Écoutez, soyons sérieux. Vous êtes député. Attendez. Au niveau de l'adoption je- du... Vous l'étiez. Mais au niveau de l'adoption du budget, j'imagine que vous avez pu observer On a cela. posé la question. Voilà. Je vous dis actuellement la nomenclature budgétaire que moi j'ai. Peut-être que je dis je me trompe, hein. Je veux bien me tromper. Quand vous prenez la taxe minière, vous voyez CBG l'année dernière 840 milliards. 2019, vous voyez CBG 420 milliards. Alors j'ai quand même posé la question, puisque, bon, je dis, mais pourquoi? Ah, ils disent, non, le gouvernement a pris des avances. Mais des avances pour faire quoi? Mais après, maintenant, vous avez toutes les sociétés minières que vous connaissez dans le pays, là. Zéro. Même la SMB. Tout, zéro. Bien. Pourtant, ces sociétés payent de l'argent, hein. Ouais. Mais où c'est payé, où ça rentre, moi je ne sais pas. Je dis, on parle d'argent, on parle de... L'argent, on en a eu tellement ici. En tout cas, on nous en a déclaré tellement. Justement. On parle de Moi, je dis, PNDS, voilà, entre autres. on a plein d'argent disponible. Hein. Si on veut travailler, il y a de l'argent disponible. Ouais. Mais avant d'aller là-bas, nous avons nos propres recettes. Bon, le Premier ministre dit qu'il va faire une révolution fiscale. Écoutez, il faut améliorer le taux d'imposition dans notre pays, c'est évident. Il y a eu le NIF permanent. Pardon? Le NIF permanent. Quelle que soit la manière dont vous appelez ça, c'est la réalité qui compte. Quand vous faites le budget l'année prochaine, moi je regarde le budget guinéen depuis 5 ans. On tourne autour de 2 milliards de dollars par an, 2 milliards d'euros par an, depuis 5 ans. Cette année, les recettes en Guinée ont baissé de plus de 11% par rapport à l'année dernière. Ouais. Pendant ce temps, nous avons augmenté notre exportation de bauxite de plus de 15 millions de tonnes. Ah, il faut quand même qu'on se dise les choses clairement. Qu'est-ce qui se passe? Pour autant, les objectifs en termes de mobilisation des recettes intérieures fixés aux impôts et aux douanes ont été portés à plus de 30%. Ben, c'est qu'il y en a qui ne rentrent pas, c'est que les impôts et les douanes rentrent, mais apparemment il y a des endroits qui ne rentrent pas leur argent. Comme Les mines. Les mines, voilà, il insiste là-dessus, hein. Je pense que c'est important. On va essayer de s'intéresser aux institutions maintenant, mon cher ami Moussa Moïsi. La Guinée et les institutions D'accord, financières. si vous permettez qu'il me dise un mot sur l'énergie. Allez-y. Voilà, le chef de l'État annonce avoir investi plus d'un milliard également de dollars. 3 milliards. 3 milliards maintenant. Bon, il y a 3 des centrales milliards. thermiques qui sont en construction. Je pense que le délai pour la centrale de la tannerie, c'est mai. Le ministre leur a sommé de tout faire pour que ces centrales puissent entrer en fonctionnement à partir du mois de mai. Alors, comment vous voyez cette politique énergétique, Monsieur le Président? Écoutez, Pourquoi c'est la nous n'arrivons pas à dans sortir de tout l'ombre? le système de gouvernance de Alpha Condé, vraiment le désastre le plus grand, c'est dans le secteur de l'énergie. C'est vraiment le plus grand. On a fait un premier barrage qui nous a coûté 560 millions de dollars et qui fonctionne donc pendant 5 mois à peu près, c'est qu'à l'état. On a lancé quelque chose pour 1,5 milliard de dollars pour un barrage qui n'est pas achevé. Mais j'ai entendu le ministre de l'énergie dire, et il n'a pas tout à fait tort, qu'on aura des problèmes pour remplir ce barrage-là. Donc 2020, Soapiti ne sera pas fonctionnel, même pas en 2022. Il faudra attendre que ça se remplisse parce que la pluviométrie a beaucoup diminué dans toutes ces zones-là. J'ai entendu également le Premier ministre annoncer en Inde qu'ils ont investi 3 milliards de dollars dans ce secteur. Donc 2 milliards dans les barrages, 140 millions de dollars dans les premiers groupes qu'on a importés ici en 2011 et qui n'ont jamais pu allumer une ampoule. 140 millions de dollars. Une seule ampoule. ça a été récupéré par AON et ça fonctionne. Non, pas du tout. Ces 3 groupes ne fonctionnent pas du tout. Je vous mets au défi. Il y a une partie derrière, comment on appelle ça, la télévision guinéenne, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Les groupes qui sont arrivés du Brésil, non, jamais fonctionné. Il y a une partie à Kaloum, une partie mais qui ne fonctionne pas. Non, jamais fonctionné. Ça fonctionne, Monsieur le Premier ministre. Écoutez, j'ai parlé de ça avec Alpha lui-même. Bien. Donc je dis que ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionnait, disons 140 mégas, on serait à l'aise. Vous parlez de 100 MW C'est 100 mégawatts. avec Asper Brass. Exact. Si, ça fonctionne, Monsieur le Premier Et ministre. il fonctionne où? Une partie à Kipé et sur Je ce vous Kaloum. dis à Kipé, dites-moi où ça se trouve. Bien. Moi, je connais ce secteur, il n'a pas fonctionné. Un représentant, un responsable est venu me voir du RPG. Il m'a dit, M. Touré, je suis venu vous présenter mes excuses. J'ai dit pourquoi. Il dit, nous étions de ceux qui sabotions l'idée de Tombo 4. C'était 6 millions de dollars. Nous, on a investi 140 millions de dollars, cela n'a jamais rien donné. Allez vous informer mieux. Donc, je dis, quand Je on m'a considère dit que tout c'est cela, moi, je AON, dis, la société mauritanienne AON, qui a repris. Attendez. AON exploite quel groupe? J'en sais rien. Moi, je trouve que le groupe régulier n'a jamais fonctionné. En tout cas, je maintiens cela. Maintenant, je dis, 3 milliards ont été investis.
Donnez-moi une seule ville de la République de Guinée où il y a de l'électricité 24 heures sur 24. M. Diallo. Alors, Une seule. Non, ça c'est un point extrêmement important. Mais la volonté politique y est ou pas? Non, et qu'est-ce que Les ça veut barrages dire, là? hydroélectriques, non mais... Donnez-moi Les grandes gueules. 9 ans seulement pour combien de barrages hydroélectriques, Mais monsieur le combien de Président? courants distribués? Ça sert à ça, c'est pas pour dire j'ai construit des barrages. Alors, Les résultats, c'est pas spontané peut-être. Non, 9 ans, oui, mais... vous appelez ça spontané? de toute évidence- Monsieur le Président, pour combien de barrages hydroélectriques? Oh là là. De toute évidence, grandes monsieur- gueules. non, de toute évidence, moi je pense que la desserte en courant électrique s'est améliorée. Mais la question que je vous pose, Tamba. Oui, oui, mais- la desserte en courant électrique, grandes quand même. de 2010 à maintenant, vous comparez? Attendez, mais non. 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 On peut bien critiquer la mine, mais quand ça a avancé, il faut le souligner. La question Ça que s'est je amélioré. pose, Certes, il y a absolument, décalage, absolument. grand décalage entre les investissements et ce qui est, Voilà, et c'est là que ce qui j'en est viens. rendu. Là, c'est vrai. Et justement, c'est là que j'en viens. La passation des marchés. C'est la question que je pose au président Sidia. Avec 3 millions de dollars, 3 milliards de dollars tels que vous êtes en train d'en parler, C'est pas moi. quelle aurait dû être la situation à date? La moitié de cette somme, j'aurais électrifié la Guinée jusqu'à Zéro-Corée, on aurait eu du courant. Toute la Guinée. Toute la Guinée. En faisant. Là. En faisant quoi? Justement, je vous pose la question. Mais avec des centrales thermiques, avec peut-être solaire. avec des barrages, non, avec des barrages moins importants, mais dont le fonctionnement aurait pris toute l'année. Ouais. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand je vous entends parler d'investissement, de machins qui va se faire, l'objectif de l'électrification, c'est de donner du courant aux gens. Vous ne pouvez prétendre à aucune espèce de développement dans ce pays, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Si vous n'avez pas d'électricité 24 heures sur 24, imaginez-vous, il n'y a pas une seule ville de la République de Guinée, y compris la capitale, où on a du courant 24 heures sur 24. Mais de quoi nous parlons, nous les Guinéens là? Nous parlons de quoi? On ne peut pas parler de développement avec des choses comme ça. C'est parce qu'on vous a donné du courant par intermittence. Ah, nous on a eu 6 heures. Mais non. Le courant, c'est permanent. Les usines fonctionnent avec ça, les ménages fonctionnent avec ça, les hôpitaux fonctionnent avec ça, et ainsi de suite. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé. Le projet, c'est un échec. C'est tout. Un mot sur la Les grandes gestion. gueules. Un mot sur la gestion aussi. On a vu que EDG par elle-même avait des difficultés à pouvoir gérer l'électricité, donc la fourniture d'électricité. On a fait venir Veolia. Le président a dit dans une interview qu'il était insatisfait des prestations de Veolia. Il a fait nommer un cadre que vous connaissez, Mamadi Fanta Traoré, je crois, qui a séjourné au sein de l'UFR. Ouais. Il l'a fait nommer comme directeur homologue à EDG. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui va marcher? Vous croyez aux capacités managériales, au leadership de ce cadre pour pouvoir relever le défi à EDG? Est-ce que ça suffit même? Parce qu'au-delà du cadre, les ressources et tout autour, est-ce que vous pensez que ça va être une réussite pour lui? Nous avons une discussion qui est vraiment, c'est kafkaïen quoi. Non, franchement, vous savez, quand les problèmes d'électricité, qui sont des problèmes de base de tout processus de développement, ne sont pas réglés, le président intervient, il devrait le faire en 2011 pour qu'à la fin de l'année, on ait du courant. 9 ans après, quand vous commencez à me dire est-ce que je crois aux promesses de ceci, ça ne fonctionnera pas parce que c'est le système Alpha Condé. Ça va marcher. Je connais Mamadou Fanta, c'est un garçon compétent. Il a travaillé en Mauritanie, il a travaillé partout. Il a même été à Abidjan avant de venir ici. Mais ça ne fonctionnera pas parce que derrière, vous avez des problèmes avec la fourniture de carburant. Vous avez le problème avec la gestion. On a mis des gens qui sont plus de militants. On a vu ça dès le départ ici. Il y en avait un qui était là-bas, je ne me souviens plus de son nom, en 2011. Mais qu'est-ce qu'il racontait pas? Après, on s'est aperçu qu'il est parti avec la caisse, et ainsi de suite. Non, le système, il fonctionne comme ça. Ça ne donne pas de résultat. C'est ça la réalité. Un mot tout sur la question de l'éclairage public. On n'en parle pas assez. Les panneaux solaires. Les grandes gueules. Les jeux de lumière. Parce que ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Mais... On ne comprend absolument rien. Pourtant, il y a des milliards quand même qui ont été déboursés pour cela. Demandez. Est-ce qu'on peut encore accuser les conditions dans lesquelles ces marchés juteux ont été On passés? peut accuser surtout le fonctionnement du secteur de l'énergie en Guinée. Mais donc, il faut accuser le président de la République quand il est arrivé au pouvoir en 2010. C'était l'objectif numéro 1. On va mettre l'électricité. On me disait même, vous avez électrifié Conakry en 6 mois. Nous, on va le faire en 3 mois, ce sera terminé. 9 ans après, on y est encore. Donc, moi, je ne crois à aucune autre solution tant que la gouvernance est celle que nous connaissons. Voilà la réalité. Et bon, très rapidement sur le programme de la Guinée avec les institutions de Bretton Woods.
vous êtes économiste, je présume que vous suivez ce programme de facilité élargie de la Guinée avec les institutions. Les ministres du secteur économique étaient à Washington récemment, aux assemblées annuelles du Fonds et de la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que ce programme tient? Est-ce que les réformes globales sur le plan économique tiennent la route en Guinée? Écoutez, tout ça n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui parce que les ressources, on en a. On en a beaucoup. Attendez, je peux terminer, pardon. Okay. Les ressources, on en a beaucoup. Je vous dis encore une fois, si on allait chercher l'argent de Tamba dans les mines, on serait tranquille là. On a 400 millions, on n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Ouais. Le Ghana vient de sortir du Fonds monétaire international. Parce qu'ils ont dit, le management dans le pays est tellement bon que les gens sont prêts à donner de l'argent au Ghana, à prêter de l'argent au Ghana. Les conditionnalités du fonds sont les conditionnalités du fonds. À un moment donné, on en avait besoin pour aller de l'avant, pour surveiller un peu le cadrage macroéconomique et tout ça. Mais la réalité du développement, les pays comme le Ghana en est sorti. Ils avaient besoin, le fonds leur a proposé $1 milliard. Ils ont dit qu'ils en voulaient 3. Ils sont allés sur les marchés. Vous savez combien il y a eu de souscriptions? $20 milliards. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de tout ça. On prend 3 milliards. Nous allons faire notre programme avec ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les positions d'il y a 20 ans. Les choses ont évolué. Voilà. Bien. Vous avez déclaré aussi que plus de 20 milliards vont être, en tout cas en termes d'intention de financement, vont être mobilisés pour financer notre PNDS. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Ah, ça, il faut poser la question au gouvernement. Moi, je ne sais pas. Quel regard vous portez sur le PNDS? J'estime que ça ne marche pas. C'est tout. Bien. Le président Sidya Touré, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow du côté de la radio, le colosse Mamoudou Kondé à la télé, Nalaï Sidibé, notre ingénieur son. Merci à vous qui nous avez regardé à la télévision un peu partout à travers le monde. On remet ça lundi avec le Turbo. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end par anticipation.